Ça mouline, et voilà. Apparemment, nous sommes en live. Bonjour à tous, merci de vous être inscrits à ce premier webinaire sur le VPN français, qui est aussi le premier webinaire de l'année pour The Greenbow. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux clients représentatifs du secteur public, une collectivité, une mairie, la mairie d'Yzeure, et une administration centrale, le ministère de l'Intérieur, que je vais inviter à se présenter déjà tout de suite. Philippe. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes une petite collectivité de 13 000 habitants. Nous avons un parc informatique de 200 postes et le grand projet de cette année, ça a été effectivement le nomadisme. Merci. Marc Boget. Oui, bonjour à tous. Je suis le général Marc Boget. Je suis le directeur adjoint du numérique pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est un tout petit peu plus gros que la mairie d'Yzeure. Nous avons à peu près 200 000 postes de travail, 300 000 boîtes aux lettres. C'est grosso modo 5 000 personnels qui bossent sur le numérique au ministère de l'Intérieur pour à peu près 7 000 sites irrigués partout en France et outre-mer. Parfait. Et ça positionne un peu l'outil. Et pour rentrer dans des considérations plus budgétaires, le ministère de l'Intérieur consacre à peu près aux alentours de 300 millions chaque année mis dans le numérique. Ça va être intéressant que vous nous donniez un regard sur ce que vous faites avec tout cet argent. On essaye d'utiliser au mieux les deniers publics. Et sujet qui nous concerne tous autant qu'on est en tant que citoyens. Oui. Je mets un terme à ce petit aparté. Avec nous aussi Nicolas Tondre, qui est chef de produit marketing chez The Greenbow. Nicolas, un petit mot. Bonjour à tous, merci de me faire participer à ce séminaire. Et puis je vous présenterai les produits de Greenbow entre les interventions de Monsieur Casas et de Monsieur Boget. Parfait. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première partie, on va s'appuyer sur quelques supports. L'objectif est de vous présenter le VPN français, avant les témoignages de Philippe et de Marc. Alors, le VPN français, c'est quoi? Le VPN français, avant tout, c'est une action solidaire et citoyenne dans un contexte inédit. Alors, le contexte inédit, vous le connaissez, c'est le contexte de la crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales principalement, mais aussi des conséquences cyber, et c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Alors, je m'excuse, avant d'enchaîner le slide suivant, on va rentrer dans la petite partie un peu anxiogène de la matinée, parce que en 2020, selon une étude de McAfee, notamment, les cyberattaques liées à la crise Covid directement ont augmenté de plus de 600%. Et la principale attaque, le principal type d'attaque en 2020, c'était du rançongiciel. Et quasiment personne n'a été épargné, que ce soit dans le privé ou dans le public, les petites sociétés ou les grandes. Et si on fait un petit focus et qu'on regarde quel impact cela a pu avoir pour les collectivités locales. Dans une étude, dans l'édition en fait de l'étude sur les menaces informatiques et les pratiques de sécurité du CLUSIF, les 30% des collectivités interviewées ont déclaré avoir été touchées par une attaque de type rançongiciel en 2020. Alors, on pense que ce chiffre est sous-estimé quelque part, parce qu'en complément, 62% des personnes qui ont répondu estiment que la menace est faible, voilà, et pas si importante. Mais ça, c'est un autre sujet de sensibilisation qu'on évoquera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on peut estimer quand même que ce chiffre est vraiment un minimum. Ensuite, quelles sont les conséquences de ces attaques? Voilà, la première conséquence directe, c'est un coût financier. Et on estime aujourd'hui que dans les collectivités, le coût financier direct d'une attaque de type
rançongiciel. Peut aller jusqu'à 400 000 euros. Mais il y a d'autres conséquences aussi. D'autres conséquences, comme c'est le cas avec beaucoup de cyberattaques, un arrêt d'activité ou un fonctionnement en mode dégradé, mais de la perte de données, bien évidemment. Et dans le cas d'une collectivité, ça peut être aussi l'accès aux données des citoyens, ce qui pose quand même un problème, et notamment en termes de responsabilisation, parce que nos élus ont aussi la responsabilité, au-delà de protéger les citoyens, de protéger leurs données. Alors, je crois que Philippe nous fera un petit point sur cette partie RGPD concernant la cybermalveillance et la protection des données de nos administrés. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans cette situation. Une des bonnes nouvelles, c'est que si on regarde le niveau d'équipement des collectivités, toujours au travers de cette étude, 45% des collectivités ont mis en place un dispositif de protection de leurs échanges, au travers d'outils de chiffrement des données. Alors, ce qui est une progression qui n'est pas très significative par rapport à 2016. Ce sujet est lent. Je m'interromps 2 secondes pour un petit problème technique d'activation de Nicolas. Aujourd'hui, donc 45%. Ça veut dire aussi quelque part que 55% automatiquement ne protègent pas les échanges de données entre les différents sites. Et on constate qu'avec l'évolution de l'organisation territoriale, et les sites sont de plus en plus éclatés. On voit certains comportements qui peuvent faire peur avec beaucoup de terminaux, de données qui se baladent sur des disques durs d'un site à l'autre. Sans vouloir jeter la pierre aux collectivités locales, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de s'équiper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire ? Premièrement, de la sensibilisation. Il y a aujourd'hui un nombre d'initiatives et les efforts qui sont faits, notamment par le gouvernement et ses différentes ramifications, sont significatifs. Que ce soit cybermalveillance.fr, que ce soit l'ANSSI. D'ailleurs, à ce titre, Guillaume Poupard, lors de son audition en fin d'année auprès du Sénat, a déclaré que la protection des collectivités locales était une priorité 2021. Mais au-delà de la sensibilisation, il faut être en mesure de proposer des solutions adaptées et à des coûts abordables pour les collectivités. Et c'est là qu'intervient The Greenbow et l'offre le VPN français. Le VPN français, c'est une offre qui a été spécialement conçue pour protéger les connexions de l'État. Alors, c'est une offre qui a été développée dans un esprit de souveraineté numérique, en s'appuyant sur des valeurs citoyennes, des valeurs de la République. J'ai presque envie de dire que si on devait mettre ces valeurs en face, ce serait liberté, égalité, sécurité, et qui concerne tous les organismes publics, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation, des petits organismes publics et des plus gros. Cette offre, elle est constituée de produits avec un bon niveau de sécurité, un haut niveau de sécurité, des produits de confiance qui ont notamment des visas de sécurité de l'ANSSI pour certains des produits, pour tous les terminaux, que ce soit des ordinateurs ou des terminaux mobiles, pour tous les environnements, que ce soit sur des plateformes Windows ou Linux, et qui sont proposés pour moins d'1 euro par mois par utilisateur. Et ça, quelle que soit l'entité publique, l'organisme public, dans l'esprit, nous avons conçu cette offre motivée par un principe d'équité qui fait que l'État français, si on estime à peu près que c'est 4,5 millions de postes de travail, nous on le considère comme un compte dans sa globalité, et les petits bénéficient de la puissance des gros, et c'est dans cet esprit que cette offre a été conçue. Alors,
On reviendra tout à l'heure, et Nicolas notamment fera un focus sur les produits The Greenbow qui sont proposés au travers de cette offre, le VPN français. Un dernier petit point d'information, mais qu'on pourra peut-être développer à l'issue de la présentation, c'est comment acheter des licences, des produits The Greenbow au travers de l'offre, le VPN français. Je vous propose un premier retour d'expérience. Donc Philippe, sur son expérience, justement, le VPN français qu'il a découverte en fin d'année dernière. Tout à fait, oui. Donc c'est effectivement on a tous constaté malheureusement, le premier confinement nous a un peu accéléré les choses pour tout le monde. Nous, dans notre mode de fonctionnement, depuis 3 ans, on est en train de remettre un peu à plat l'ensemble de l'infrastructure réseau en essayant de suivre au mieux les préconisations de l'ANSSI. Et puis, on a rapidement constaté que les utilisateurs, que ce soit les directeurs, des responsables de service, par nécessité, devaient amener leur ordinateur chez eux parfois. Et ça nous posait quelques problèmes au niveau de la RGPD, puisque même si les ordinateurs sont cryptés, lorsque l'on emmène des données, eh bien, on les transfère sur des clés USB, sur des disques durs qui peuvent être des fois personnels. Et on n'avait pas ce degré de sécurité. Donc, il devenait pour nous important d'apporter une solution à ce niveau-là. Ça a été un des projets de service de l'année 2020, sur lequel on a commencé à réfléchir dès février, sans savoir la suite. Mais grand bien nous a pris, puisque effectivement, lorsqu'on a commencé de faire nos recherches pour savoir les différentes solutions qui pouvaient se présenter à nous, on voulait absolument utiliser des certificats ordinateurs. Et puisque notre solution de firewall acceptait nativement les clients The Greenbow, on s'est dit on va se tourner vers cette société-là. Voilà. Tout a commencé comme ça, un projet, une anticipation, et au final, donc le confinement est arrivé. Et le télétravail est devenu la priorité pour les directeurs. Il fallait très rapidement mettre en œuvre une solution. Et donc, la solution naturelle, ça a été de recontacter de prendre contact avec The Greenbow. Et là, miracle, je dis bien miracle pour nous, puisqu'on s'est rendu compte que la société proposait une solution de certificat gratuit le temps du confinement. Et ça, c'était juste pour une petite collectivité comme la nôtre, soumise aux restrictions budgétaires importantes. Eh bien, c'était juste magique de pouvoir utiliser un certificat comme ça aussi rapidement pour le premier confinement. Donc, on a déployé une vingtaine de certificats pour les postes des directeurs et des responsables. Et c'était vraiment très, très, très simple à mettre en œuvre. Et on a eu un retour très positif des utilisateurs, quoi, une simplicité qui était fantastique et qui répondait parfaitement à la demande. Et puis donc rapidement, on a étendu à tous les responsables qui en avaient le besoin, et il faut reconnaître que The Greenbow était particulièrement efficace pour nous rajouter des licences, parce que nous, on commandait quelques petits paquets de licences, hein, c'était par dizaines de paquets. Et à chaque fois qu'on déployait, que les responsables bénéficiaient d'un nouveau certificat, eh bien, le bouche à oreille faisant, d'autres responsables nous demandaient, si possible, d'avoir accès au VPN. Voilà pour la première partie. Après, donc ça a été le second confinement. Là, on était moins inquiets, hein, puisqu'on avait déjà profité de la première expérience. C'était plutôt bien passé. Donc, ce qu'on avait un peu moins envisagé, c'était le besoin croissant des demandes des utilisateurs. Et pour nous, on n'était pas prêts le premier confinement, c'était uniquement les directeurs et les responsables qui possédaient des ordinateurs portables, qui pouvaient donc emmener un ordinateur chez eux sur lequel on déployait un certificat. Tous, bien sûr, ne sont pas encore équipés d'ordinateurs portables au sein de la collectivité. Et donc, ce que l'on a dû faire, c'était trouver des ordinateurs portables pour leur mettre à disposition. Pour nous, ça a été un nouveau challenge parce qu'on n'avait pas de stock d'ordinateurs disponibles, bien sûr. Donc, on a été obligé d'utiliser une salle de formation qui avait des ordinateurs portables, mais qui étaient hors domaine. Donc, la difficulté, ça a été d'utiliser ces certificats et de mettre en place la possibilité aux utilisateurs de monter
des sessions VPN sur des ordinateurs qui pour nous étaient hors domaine. Et c'est comme ça qu'on a redéployé la deuxième phase sur le deuxième confinement. Voilà. Après, on a le VPN. Donc là, on a connu le VPN français. Entre-temps, donc, on a inscrit au budget l'achat de licences VPN pour régulariser la situation, puisque on ne pensait pas à l'époque que le confinement allait durer, et donc on savait très bien qu'on n'allait pas bénéficier de licences gratuites indéfiniment. Donc, c'est vrai que contrairement à certains projets, ça, c'est l'achat de licences pour des certificats VPN, ça n'a pas posé de souci. Hein. Ça a fait l'unanimité chez tout le monde. Faut dire que c'est plus simple lorsque les directeurs et les décideurs financiers ont goûté à l'accès aux serveurs, donc à leurs données, de manière sécurisée. C'est très très simple à valider le budget. Et puis donc la solution proposée par The Greenbow du certificat à 1 euro. Pour être franc, nous j'avais anticipé une enveloppe plus grande, hein, évidemment, une enveloppe supérieure pour investir dans un service qui avait fait ses preuves et qui répondait parfaitement à nos besoins. On a été agréablement surpris de voir avec la simplicité de connexion du VPN sur des connexions distantes. Les agents emmenant leur ordinateur chez eux, eh bien, on ne maîtrisait plus la bande passante. Donc, il a fallu gérer entre des connexions ADSL, de la 4G, de la 3G parfois. Donc, et ça s'est très bien passé. On peut dire qu'à part quelques soucis, des fois de coupure, mais qu'on suppose être plutôt liés au fait que les ordinateurs portables passaient en veille. On a été très content du niveau de sécurité qu'on a pu appliquer. Au niveau du cryptage notamment, pour que la connexion pour trouver le bon équilibre entre le chiffrage et la consommation de ressources de bande passante. Par retour d'expérience, on a eu un seul petit problème avec un opérateur. C'est un opérateur, alors pour ne pas le nommer, qui, dans son système d'attribution d'adresse IP, partage la même adresse entre 4 poules. Donc, voilà, ça parle peut-être à certains. Je vois Marc qui sourit. Et donc, on a tous le problème, je pense. Voilà, donc dans certains cas, c'est bien de pouvoir expliquer aux gens qui seront amenés à ça. Dans certains cas, effectivement, on avait des soucis de connexion VPN. Alors, la solution est très simple. Hein. Il suffit de demander à cet opérateur d'obtenir une adresse IP full stack et puis ça réglait le problème, voilà. C'est un retour d'expérience qui peut être précieux pour notre auditoire. Ouais, je pense que c'est pour nous, c'était au début, on ne comprenait pas et il a fallu recroiser un peu les informations et rapidement, on a compris d'où venait la source du problème de connexion. Voilà. Sachant que pour être précis, cette translation de port qui lui permet de partager 4 adresses IP sur une seule adresse IP source, il l'applique sur ses liaisons ADSL, il ne l'applique pas sur ses liaisons fibres. Donc c'est pour ça que vous avez en plus certains utilisateurs qui sont chez ce fameux opérateur en 4 lettres, pour qui ça marche admirablement bien, et c'est mon cas actuellement. Parce que nous sommes en connexion fibre, et par contre, les connexions ADSL, il faut effectivement demander une IP full stack pour régler le problème, sinon le VPN part évidemment en vrille puisque l'adresse IP change. J'ai eu le problème de l'adresse IP full stack sur une connexion fibre, par contre, en FTTH. Alors, en tout cas sur Paris, il semble que voilà, les connexions fibres en soient dotées d'une adresse IP full stack d'office. Très bien. Ensuite, nous avons donc passé commande après des licences pour continuer. Là encore, on a été très très bien accompagnés. Nous, on a eu Lou qui s'est occupé de nous avec beaucoup de professionnalisme.
trouver le partenaire qui va bien pour faire l'achat et l'acquisition de licences, avec même en attendant la validation. Et vu l'urgence de la situation, nous a activé par anticipation notre numéro de licence unique. Et ça, c'était vraiment très bien lié à cette version de The Greenbow. Je ne sais pas si on parle tout de suite des différentes versions ou si on fait un point plus tard. On peut le garder pour plus tard, éventuellement, ouais, pour en réaction en interaction avec la présentation de Nicolas, peut-être, ouais. Voilà, ouais. Moi, j'avais une petite question pour vous avant d'enchaîner justement sur la présentation de Nicolas. Comment vous avez déployé le client VPN The Greenbow, uniquement avec vos équipes, ou vous travaillez aussi avec un prestataire local? J'ai de la chance d'avoir un technicien qui est féru de sécurité et qui aime beaucoup se pencher sur les nouveaux challenges et les nouveaux projets. Et donc, il s'est beaucoup investi dans le déploiement et dans la façon dont on allait utiliser le méthode de certificat. Et donc, on a fait du certificat utilisateur et ordinateur. D'accord. Voilà, merci Frédéric. Ok, alors je vous propose qu'on passe effectivement, là je réactive les supports. On va redisparaître quelques minutes derrière les supports pour la présentation de Nicolas, donc, qui va nous présenter voilà, les produits The Greenbow, de quoi on parle au travers de cette offre et de quels services vous pouvez bénéficier au travers de cette offre complète du VPN français. La parole est à toi, Nicolas, et les slides aussi. Merci Mathieu, merci Monsieur Casas pour votre retour d'expérience. Alors, à mon tour de vous présenter les produits du portfolio The Greenbow. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que une société qu'on appelle de pure player, c'est-à-dire que nous développons la partie client de la solution de sécurité de bout en bout. Et donc, nous avons donc des équipes de développement qui travaillent sur la mise en place de logiciels adaptés, comme Mathieu l'a dit, à tous les terminaux, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, et également pour tous les systèmes d'exploitation. Donc, nous avons un produit pour Windows, évidemment, mais également pour certaines distributions de Linux, pour macOS et sur le monde mobile pour iOS. Et notre vocation est de fournir des VPN universels de façon à pouvoir s'intégrer avec bien toutes les passerelles du marché qui vont permettre du coup d'ouvrir des tunnels de bout en bout, et également avec tous les systèmes d'authentification qui vont en particulier permettre d'échanger, de valider et d'authentifier les certificats dont parlait Monsieur Casas. Alors, on a une autre spécificité, c'est que nos produits, et ça c'est unique, nos produits ont reçu le tampon, le visa de certification de NONSI. Nous sommes le seul client VPN à être certifié au niveau de critères communs, qui est reconnu au niveau international. Et ça, c'est pas une moindre chose. Enfin, nous avons pour vocation de faire des VPN opérationnels rapidement, c'est-à-dire que nous travaillons pour rendre l'installation, l'intégration et l'utilisation de notre produit le plus facile possible, à la fois pour l'administrateur, de façon à ce que ce soit déployé rapidement et facilement, mais aussi pour l'utilisateur. Mathieu, je te laisse passer au slide suivant, dans lequel je présente d'une part la vue de l'administrateur et d'autre part les vues possibles pour les utilisateurs de nos produits. Donc sur la gauche, vous voyez l'interface de configuration de notre produit, sous Windows cette fois, où l'administrateur a la possibilité de configurer autant de connexions de tunnels qu'il le souhaite sur des passerelles différentes ou sur la même passerelle, en fonction également du type d'utilisateur qui va pouvoir accéder à cette passerelle. Donc, il est tout à fait possible de configurer différents accès en fonction du rôle que l'utilisateur va avoir lorsqu'il va se connecter par un tunnel sécurisé à la passerelle. Donc, cette interface, elle est complète. Elle permet à l'administrateur de mettre en place tous les paramètres qui vont lui permettre de s'interfacer avec toutes les passerelles possibles.
et de générer à partir de là ce qu'on appelle une politique de sécurité ou des politiques de sécurité qui pourront être déployées sur les différents postes utilisateurs. Et ces politiques de sécurité contiennent non seulement toute la partie technique, mais également la partie ergonomique, c'est-à-dire le choix que l'administrateur va faire en fonction de ses utilisateurs, du type d'interface qu'ils vont utiliser sur leur poste. Je vous ai présenté 3 images, toutes sur Windows, qui vous montrent 3 types d'utilisation. En partant de la gauche, celle qui s'appelle connexion VPN, et bien vous voyez une liste de tunnels que l'utilisateur un petit peu aguerri va pouvoir sélectionner et ouvrir éventuellement en même temps pour accéder à ces données à distance. Au milieu, vous avez le bureau distant. Ça, c'est une interface visuelle qui est destinée à simplifier la vie de l'utilisateur. Et donc, nous avons simplement ici cette icône qui permet de savoir que l'on est connecté au réseau de confiance et que on peut travailler du coup comme si on était au bureau avec toute la sécurité évidemment indispensable. Et puis on peut encore minimiser encore plus l'impact visuel de cette interface pour la réduire à son strict minimum. Une petite icône verte sur le panneau d'état de Windows, de façon à avoir voilà, une petite lumière qui nous dit que nous sommes connectés. Mathieu, si tu veux bien passer voilà, à cette 3e slide où je vais vous décrire les principales fonctionnalités de votre client VPN. Bien entendu, si vous avez des questions dans l'auditoire, n'hésitez pas à les poser sur le chat et puis on y répondra à la fin. Ici, j'ai décomposé les principales fonctionnalités en 6 catégories, à commencer par les protocoles. Donc, nous implémentons le protocole SSL, également appelé OpenVPN, mais également les protocoles IPsec, dont la version 1 et la version 2, celle-ci étant la plus récente et donc préconisée par l'ANSSI, car elle offre les meilleures garanties en termes de sécurité. En ce qui concerne les algorithmes, eh bien, nous avons tous les algorithmes à notre disposition côté client pour l'interopérabilité avec les différentes passerelles et eh bien, nous avons la possibilité, nous laissons la possibilité d'utiliser les clés les plus longues, comme ici 512 bits pour les algorithmes SHA-2, et l'utilisation des algorithmes à base de courbes elliptiques, comme le Diffie-Hellman numéro 21, qui sont réputés comme étant les plus difficiles à attaquer. Nous introduisons, après plusieurs types d'authentification, de la plus simple à la plus sécurisée. Donc, ça peut être par un login et un mot de passe que l'utilisateur connaît, mais encore mieux, à base de certificats. Donc, les certificats peuvent être stockés sur le poste par l'administrateur. Et dans ce cas-là, eh bien, ça permet à la passerelle d'authentifier l'utilisateur au moment où il se connecte, et réciproquement aussi au client VPN d'authentifier la passerelle sur laquelle il se connecte pour éviter toute attaque de forme l'homme du milieu. C'est-à-dire pour s'assurer qu'on se connecte bien à la passerelle à laquelle on est censé se connecter. Et ces certificats, ils peuvent être stockés, je disais, sur le poste, mais également sur des jetons d'authentification, des tokens USB ou des cartes à puce. Dans ce cas-là, ils sont sécurisés à l'intérieur du hardware. Et lorsque l'utilisateur branche sa clé USB ou sa carte à puce sur son poste, eh bien, le certificat va pouvoir être récupéré par le client VPN et transmis à la passerelle. À partir de là, on peut également mettre en place eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une double authentification à base d'une chose que l'on possède, le certificat sous forme de clé physique, et également de quelque chose que l'on connaît, comme par exemple en plus un mot de passe ou bien un code PIN qui permet d'activer du coup l'accès à ce certificat. Nous avons également beaucoup travaillé sur la continuité de service avec les 3 éléments que vous voyez ici. Tout d'abord, la possibilité de configurer une passerelle de repli dans le cas où la passerelle principale serait indisponible. Un mode que l'on appelle Always On qui permet de détecter lorsque l'utilisateur change de type de réseau. Par exemple, il peut commencer à travailler avec
son ordinateur branché sur le câble de son réseau d'entreprise en Ethernet, et puis ensuite se déplacer dans une gare où il va avoir une connexion en Wi-Fi, et puis plus tard utiliser une connexion 4G. Le logiciel va pouvoir automatiquement détecter ces changements d'interface et remonter le tunnel de façon transparente pour l'utilisateur. Et lorsqu'on combine ça avec un mécanisme de détection de réseau de confiance qui consiste pour le client VPN à authentifier, à vérifier que l'on est bien connecté au réseau de confiance en authentifiant ce que l'on appelle des balises, donc des serveurs qui sont installés à l'intérieur du réseau et qui permettent donc de s'assurer que si nous sommes dans le réseau de confiance, eh bien, il n'est pas forcément nécessaire d'ouvrir une connexion VPN, mais que si nous sommes à l'extérieur, eh bien, cette connexion, elle va être déclenchée automatiquement par le client VPN. Avec ces trois fonctionnalités-là, on assure pour l'utilisateur nomade une continuité de service complètement transparente. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour l'administrateur parce que l'on sait que où qu'il se trouve, l'utilisateur sera en permanence en sécurité, ses données seront en sécurité, ses connexions seront sécurisées. Le point numéro 5, c'est pour l'administrateur, eh bien, tous les services qu'on lui rend en facilitant le déploiement, l'installation, l'intégration, comme j'ai dit, et également la mise à jour du logiciel. Tout peut se faire de façon complètement silencieuse, quel que soit le nombre de postes sur lesquels on souhaite installer le logiciel ou le mettre à jour, avec la possibilité de récupérer eh bien, la politique de sécurité et la politique de sécurité qui était déjà en place, et également les licences d'utilisation du client VPN. Alors l'administrateur peut également avoir accès à une console de log pour dépanner un utilisateur qui a des soucis de connexion. Et enfin, nous avons cette option qui consiste à pouvoir envoyer des logs d'utilisation à une console dans laquelle l'administrateur pourra savoir, à partir de laquelle l'administrateur pourra savoir en permanence et en temps réel qui est connecté, depuis combien de temps, et être alerté en cas de tentative de connexion frauduleuse, des connexions qui n'ont pas l'air naturelles, ou des tentatives répétées de connexion avec un mot de passe erroné. Le dernier point qui me semble important, c'est lié au visa de sécurité, dont on vous a beaucoup parlé. Nous travaillons depuis quelque temps sur un processus de certification continue. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'offrir à nos clients deux types de produits, sous Windows et sous Linux. Un produit qui est certifié, c'est-à-dire qui a le tampon, le visa de sécurité de l'ANSSI, et un produit qui bénéficie des dernières fonctionnalités, basées sur le même code commun, mais avec des fonctions plus avancées. Et ce logiciel qui est plus avancé a également pour vocation d'être intégré dans le périmètre de sécurité du prochain visa de sécurité que nous allons soumettre à l'ANSSI. Et donc, pour ce faire, notre code est continuellement testé et audité par des cabinets extérieurs à notre société. Voilà, une présentation globale de nos produits. Mathieu, je t'en prie la main. Alors, merci Nicolas. Là, effectivement, on voit un panorama, j'ai du mal à articuler ce matin, un panorama complet des différents enjeux, des différentes fonctionnalités et services que proposent les produits de Greenbow dans le cadre d'une intégration assez complète dans un système d'information peut-être plus complexe, sans jugement de valeur, Philippe, que pour une ville comme la mairie d'Yzeure. Alors du coup, la transition est toute faite. Si je remets en perspective les chiffres dont nous a parlé Marc tout à l'heure, vous allez pouvoir nous témoigner. Alors Marc, plus que l'expérience, le VPN français, puisque vous n'avez pas attendu cette offre et nos relations avaient commencé avant. Dans le cadre du projet de protection des postes nomades du ministère de l'Intérieur. Et donc, c'est plus un retour d'expérience un peu plus global sur la relation The Greenbow que vous allez nous faire. Oui, peut-être effectivement vous donner quelques
un bref aperçu de la situation au ministère de l'Intérieur. On est sur des chiffres un peu différents de la mairie d'Yzeure, hein, puisque quand nous, le confinement, le premier confinement de mars est arrivé, nous étions en phase de démarrage d'un pilote, d'un outil de nomadisme, nouvelle version, puisqu'on avait des outils préalablement qui étaient plutôt des outils destinés aux ingénieurs à base de déport d'écran, etc. Et donc là, on était en phase de pilote et on devait lancer un pilote sur 300 postes nomades pour une nouvelle solution de nomadisme. Et donc, on a pris la décision avec le directeur du numérique de l'époque de changer de braquet immédiatement en passant de 300 postes à 5000, 8000, 10 000 postes à déployer sur le territoire. Rappelez-vous, 7000 sites irrigués, un besoin de télétravail évidemment qui explose d'un seul coup. Et donc, il a fallu instantanément changer complètement de braquet. Alors, par chance, on avait déjà commencé à travailler puisqu'on était en phase pilote. Alors, notre solution nomadisme, sans rentrer dans des détails trop sécuritaires, mais c'est une brique entièrement chiffrée, chiffrement à la volée, du disque dur par carte à puce. Une carte à puce comme celle-là, qui est notre carte professionnelle, qui permet d'ouvrir le coffre-fort du poste local et donc derrière de monter le tunnel VPN suivant ce qu'a expliqué Nicolas. Et là, on s'est retrouvé avec un choix crucial à faire. Sur quoi part-on ? Évidemment, on était un peu pris de court, comme tout le monde. Il fallait qu'on respecte l'homologation diffusion restreinte de nos postes nomades, puisque tous nos postes permettent de basculer, de transférer de l'information diffusion restreinte, qui est le niveau juste en dessous confidentiel défense, même si tout ceci a changé et que je donne déjà l'impression d'être un vieux en parlant encore de ces notions, mais c'est l'idée. Et là-dessus, donc un besoin critique d'une solution qui passe à l'échelle. Et là-dessus, il faut reconnaître que ce Greenbow a été particulièrement efficace, dirais-je. Alors pourquoi efficace ? Nous sommes un ministère soumis au Code des marchés publics, comme tout le monde, particulièrement respectueux de ce dernier, bien évidemment. Avec certes un budget un peu conséquent, mais des besoins et des demandes qui sont à l'aune de ce budget. Et donc, il a fallu arriver à trouver une solution permettant, dans l'urgence, donc, de changer d'échelle, avec des problèmes d'administration qui, bien évidemment, quand vous déployez 10 000 postes, il faut un maximum d'automatisation pour que ça ait une chance de marcher. Il faut que les utilisateurs, on les a pris, ils étaient partis en confinement. Donc, la partie formation des utilisateurs préalables, on a oublié. Donc, il a fallu une solution simple, sécurisée et qui permette de tenir le volume. Et là-dessus, donc, The Greenbow, et c'est là que Mathieu, on s'était rencontrés, je crois, début d'année 2020. Fin 2019, je ne sais plus. Je me souviens autour de quel café, mais dans un forum, mais voilà. Alors, et donc, The Greenbow, qui avait déjà fait l'objet d'une sélection du MI, du ministère, à l'issue d'un parangonnage européen, pardonnez-moi, il faut reconnaître que vous avez su répondre parfaitement présent, à la fois vis-à-vis de l'urgence, de la satisfaction des besoins spécifiques du ministère, de son organisation,
et notamment avec un travail partenarial fin, très précis entre les équipes du EMI et les équipes support de The Greenbow, parce que voilà, ces chiffres et ces volumes nécessitent un certain nombre de choses, et il faut reconnaître que The Greenbow a été voilà, extrêmement réactif. Par exemple, quand vous avez 10 000 postes à déployer, il faut imaginer une solution qui se déploie par GPO et pas la main. Il faut qu'un administrateur puisse toucher la configuration à distance. Enfin voilà, il y a toute une série de points à régler, alors, qui ne sont pas tous réglés. On attend impatiemment la version que Nicolas va nous annoncer pour bientôt. Je vous laisse annoncer la date si vous le souhaitez. Le 15 février, Marc. Voilà. Marc, c'est le 15 février. C'est une bonne date, juste avant les congés. Voilà. Donc voilà, mais il faut reconnaître que voilà, The Greenbow a été particulièrement efficace. On a trouvé des solutions à la fois budgétaires, à la fois techniques, pour arriver à ce que le MI réponde présent. Et on a plutôt, voilà, au niveau des ministères, on est plutôt sur une posture extrêmement intéressante. On est plutôt en avance avec une vraie brique qui fonctionne particulièrement bien. Le client VPN, chez nous, maintenant, c'est clairement rentré dans les mœurs. Et notre politique numérique est de migrer l'ensemble des utilisateurs qui sont sur des missions télétravaillables, de les doter d'un OMI, d'un portable qui remplace le poste fixe. D'où ce besoin d'avoir des clients VPN qui s'adaptent au changement de configuration, au changement de médias, puisque voilà, moi je passe mon temps entre raccordé au réseau quand je suis dans mon bureau, j'enlève le Noémie, je pars avec en réunion, je suis ou en Wi-Fi sécurisé ou en 4G si je suis à l'extérieur ou en déplacement, et avec un client VPN qui s'adapte et se reconfigure au fur et à mesure, et c'est extrêmement utile. Juste pour que tout le monde comprenne bien, quand vous dites le Noémie, hein, c'est le nom du poste de travail sécurisé. Oui, pardon, le Noémie, pardon. Vous voyez, c'est tellement rentré dans les mœurs. Le Noémie, ne me demandez surtout pas ce que veut dire l'acronyme. EMI à la fin, c'est ministère de l'Intérieur. Avant, je sais pas, il doit y avoir nomade quelque chose, je sais pas quoi. On est plutôt pas trop mauvais pour les solutions techniques et très très mauvais pour les sigles. C'est le défaut des ingénieurs. Mais en attendant, voilà, c'est complètement rentré dans les mœurs. C'est déployé partout en métropole. On travaille ardemment pour le déployer outre-mer. Outre-mer, on a une difficulté, mais qui n'est pas liée au client VPN, qui est plus liée à la latence induite par l'outre-mer. Puisqu'il est hors de question, quand vous êtes au fin fond de la Calédonie, par exemple, de remonter par le tunnel VPN jusqu'au site parisien pour accéder aux ressources. Il faut qu'on arrive à déporter les concentrateurs VPN sur les sites outre-mer, parce qu'en termes d'architecture, on nécessite un peu de travail et on est dessus. Mais l'objectif, voilà, c'est bien que l'ensemble des missions télétravaillables soient faites, et ça sera fait avec un client The Greenbow, sélection du ministère de l'Intérieur, voire une ouverture plus large à l'interministériel. Voilà ce que je pouvais vous indiquer, Mathieu. Écoutez, merci. Merci surtout pour l'auditoire de ce webinaire. Si, je ne sais pas, si vous deviez donner un conseil, partager une de vos expériences dans le cadre de ce projet avec les personnes qui nous suivent aujourd'hui, ce serait quoi, Marc ? Je pense que on a... Enfin, moi, on le voit, puisqu'on est maintenant à peu près à 25 000 Noémie déployés. Pour le coup, c'est une des premières fois que nous n'avons aucun retour négatif des postes nomades. Au contraire, ils trouvent que c'est extrêmement simple.
Ça marche bien. Ça nécessite une vision sécurité de bout en bout. Et là, ça oblige à réinterroger son système d'information. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une brique sécurisée, c'est notre cas. Un VPN au dernier niveau de sécurité, c'est notre cas. Il faut derrière continuer à démêler la flotte, à tirer sur la flotte, c'est ce que l'on fait, pour sécuriser ça jusqu'au système d'information. Ça veut dire les concentrateurs qui sont parfaitement sécurisés, parfaitement configurés, et les différents flux sont parfaitement maîtrisés. Une fois que vous avez fait tout ça, et c'est ce qu'on a fait sur 2020, le seul conseil que je peux donner pour ceux qui ont des parcs un peu importants, c'est attention à l'engouement. C'est d'un seul coup, vous passez d'un outil qui était une preuve de concept que l'on mettait en place à un outil stratégique qui ne doit absolument pas tomber en panne et qui entraîne derrière l'ensemble du système d'information. Chez nous, maintenant, on a en permanence en télétravail entre 100 et 200 visios par jour. Et ça, notre architecture est utilisée par des hautes autorités sur des volumes importants, par exemple pour la visio. Et ce n'est plus concevable que ça ne marche plus. Donc on a une forte demande, un fort engouement sur les solutions de nomadistes qui sont vraiment, tout le monde y a pris goût. Là, vous voyez, actuellement, on est en train de déployer des milliers de postes supplémentaires et on s'est interrogé sur tout ce qui était solution de masterisation des postes, déploiement des postes, comment faire pour accélérer la délivrance à l'usager. Puisque un portable Noémie, tout partant de zéro, il faut à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour entièrement le configurer et le remettre au client, à l'utilisateur. Alors quand vous en avez un, ça va, quand vous en avez 10, ça va, quand vous en avez 10 000, il faut trouver d'autres solutions si on veut ménager les équipes internes. Et ça, c'est vraiment le sujet que l'on rencontre actuellement, c'est répondre à la demande, sachant qu'on a connu, comme la mairie d'Yzeure, et on a été obligé d'intervenir à très haut niveau, des difficultés en 2020 pour avoir des portables. Oui. Comme tout le monde, au ministère, on a fait le choix de tout centraliser les achats, constatant que si on laissait les différentes structures y aller tout seul, les délais s'envolaient. Et quand face à vous, vous avez les Allemands qui en commandent 50 000, les Anglais qui en commandent 70 000, il faut non seulement commander un nombre certain, et puis taper fort du poing sur la table pour ne pas passer en dessous de la pile, quoi. C'est un peu comme pour les vaccins, quoi. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Ok. Bon, voilà. Merci Marc. Je voulais vous dire. C'est très précieux ce retour d'expérience et ces conseils, pour nous aussi surtout. Alors, on vient légèrement de dépasser les 45 minutes qui étaient prévues. Je vois que Nicolas est en train de répondre dans le chat. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue les réponses dans le chat. Et puis, deux derniers petits points pour conclure, avant de repasser la parole à Philippe, qui voulait parler un peu produit tout à l'heure et de lui poser la même question qu'à Marc Boger, sur quel conseil il veut finir cette intervention. Je voulais juste partager à nouveau une information. Alors, réactivation, c'est ici. Ça marche. Voilà. Dans le cadre de ce webinaire et du dispositif Le VPN français, la crise continuant à nous imposer un certain nombre de mesures de prévention, nous vous mettons à disposition des licences gratuites pour tester nos produits, quels qu'ils soient, et le nombre de licences dont vous avez besoin pour tester les produits. C'est très, très simple. Vous envoyez un mail à l'adresse suivante, contact@levpnfrançais, sans cédille, bien sûr,
greenbo.fr et nos équipes commerciales et satisfaction client s'occuperont de vous. Voilà, verront avec vous pour quel type de produit vous avez besoin de licences. Et ces licences seront valables pendant plusieurs mois, le temps que vous puissiez définir votre besoin définitif. Je repasse la parole à Philippe. Donc 2 points. Un petit complément que vous vouliez évoquer tout à l'heure sur le produit que vous utilisez parmi les produits de Greenbo. Et puis la même question, avec quel conseil vous avez envie de nous quitter aujourd'hui? Alors, sans hésiter, concernant le produit, il faut viser la version premium. Au début, on ne savait pas trop, mais il faut savoir que la version premium est proposée au même prix que la version standard et apporte des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes par la suite. Et puis, moi, je voulais aussi remercier la société The Greenbo parce que on se rend compte avec le retour du ministère de l'Intérieur qu'on a été traité de la même façon. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu besoin de réactivité, on a eu ce retour, pour nous, a été précieux parce que c'était quelque chose que l'on souhaitait mettre en place. Quand c'est dans l'urgence, c'est jamais bien facile. Et on a vraiment été très, très bien soutenus. Concernant la sécurité, je pense qu'il faut que ce soit… la difficulté, c'est de faire comprendre à nos dirigeants que c'est pas une volonté simplement de notre part, ça devient une nécessité sur laquelle on a besoin de se pencher. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, beaucoup de collectivités sont rançonnés en ce moment, donc il faut faire très très attention. C'est un vrai plus d'avoir une solution de certificat IPsec. Bien sûr, nous aussi au début on s'est penché sur de la solution OpenSSL, mais au vu des solutions proposées par le VPN français, on n'a pas hésité une seconde pour le choix d'une solution vraiment sécurisée qui est apportée par le couple IPsec. Pour nous, alors c'est intéressant aussi et ça peut intéresser d'autres collectivités, c'est que nous sommes une petite collectivité et l'arrivée du VPN et donc du VPN français par la suite nous a permis d'envisager des nouveaux projets. Le mode GINA est important pour nous, ça permet donc d'ouvrir des sessions sécurisées avant et donc d'appliquer des politiques de sécurité. Et donc à petite échelle, dans notre côté, ça nous permet de raccorder des sites pour lesquels on n'avait pas les moyens suffisants pour investir dans une solution de tunneling fixe avec un firewall de chaque côté. On se dit que c'est une solution simple pour raccorder des postes qui étaient des postes fixes et non plus des postes nomades, mais des postes fixes qui n'étaient pas encore raccordés à notre réseau pour être une solution d'avenir pour déployer. Et puis enfin, nous aussi, nous intégrerons même si c'est à petite échelle, le déploiement des certificats directement par GPO, ça fera partie des projets 2021. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je vais finir quand même sur un dernier petit point qui n'était pas prévu, mais comme Marc nous a fait un appel du pied légèrement dissimulé concernant la date de sortie de la prochaine version du client VPN entreprise. Qui était prévu pour fin février. Donc oui, cette version sortira bien le 15 février. Nicolas, qui est avec nous, en est un des garants. Et à cette occasion, eh bien, voilà, on est en train de planifier. La date n'est pas encore arrêtée, mais vraisemblablement avant la fin du mois de mars. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau webinar plus orienté produit cette fois-ci. Présentation de la gamme des produits de Greenbo et notamment de ces nouvelles versions du VPN client entreprise. Philippe, merci à nouveau. Marc, merci à vous pour vos témoignages, pour votre temps. C'était avec plaisir. Et surtout, voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Prenons le temps de nous protéger et de protéger nos données. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.